ça? Non. C'était génial. Ça a beaucoup changé. Ah, j'ai quelques souvenirs flous quand même, mais on reparlera effectivement Ouais. de la Gaspésie une autre fois. On parle un petit peu plus de littérature ce matin. Ben oui, exactement, parce que, entre autres, Québec, c'est une ville de littérature UNESCO. On est une ville qui est foisonnante en littérature. On a notre maison de la littérature depuis plusieurs années. Et c'est en ce moment le dernier week-end de Québec en toutes lettres, le Festival de littérature de Québec. Si vous êtes passé en ville, vous avez peut-être vu des distributrices de poèmes, des machines à laver littéraires, toutes sortes d'instruments ludiques que vous pouvez aller consulter sur le site Internet de Québec en toutes lettres. Mais moi, je me suis dit, je vais vous donner 3 suggestions littéraires tout azimut pour les journées grises qui s'en viennent. Oui, c'est le fun aussi. on en a besoin. Un bon livre avec un petit café dans le divan la fin de semaine, c'est le fun. Et on commence avec de la littérature jeunesse, Rémi. C'est 2 ouvrages de Caroline Descostes. Il y a Moche et Nono, en collaboration avec l'illustratrice Estelle Bachelard, alias Bac. Et également, tout en jeunesse, mais cette fois-ci plus saisonnier, c'est avec Annie Carbeau et Caroline Descostes, 5 dodos pour tout savoir sur l'Halloween. Ah, ça me prend ça. Mais là, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que je te parle du premier d'abord. Moche et Nono, c'est un livre super intéressant parce qu'il est réversible. Alors, d'un côté, tu vois, on a 2 perspectives à ce livre-là. Alors, d'un côté, on a la perspective d'un humain sur le chat de la famille et de l'autre, du chat de la famille sur les humains. Alors, c'est la même histoire racontée de 2 points de vue complètement différents. J'adore. Je vous dirais une lecture là, pour les jeunes de 3, 4, 5 ans, une petite lecture de dodo. Je pense que c'est vraiment l'idéal. Et l'autre livre, 5 dodos pour tout savoir sur l'Halloween, c'est divisé en 5 portions sur 5 thématiques de l'Halloween. Est-ce que c'est éducatif? Pas du tout. En fait, on se rend bien compte à la lecture de quelques-unes des pages qu'on va apprendre un paquet de trucs complètement saugrenus. En fait, on invente au fur et à mesure un peu d'où vient l'Halloween. Une réponse tout aussi imaginative que fausse, mais très drôle. Alors, je dirais cette fois-ci une lecture pour les jeunes qui savent lire de manière autonome. Donc, c'est de manière 8, 9, 10 ans à peu près. C'est comme une belle manière de consulter ça. Puis, j'avais envie de vous en donner quelques exemples, d'ailleurs, de ces fameuses lectures-là. On parle notamment là, des légumineuses. Puis là, c'est drôle parce que je vous trouve la page, là, il y a genre au tout début, le savais-tu, une petite rubrique, le savais-tu. Un jour, on s'est rendu compte qu'on avait des légumineuses, comme des lentilles, des fèves, des pois chiches, mais qu'on n'avait aucun légumineux. Alors, on a eu l'idée de rendre un légume lumineux en le sculptant pour le transformer en lanterne. La citrouille est devenue le premier et seul légumineux de l'histoire. Ah, que j'aime ça, des fausses créations comme ça. Super sympathique. Alors, c'est Caroline Descostes et Annie Carbeau pour l'Halloween. Et Moche et Nono, super beau également, Bac et Caroline Descostes. Quand on parle d'inventer ou d'essayer de réfléchir à l'origine d'une fête, je ne sais pas si vous avez vu le film d'animation Klaus, film de Noël, qui explique un petit peu d'où vient l'histoire des lettres au Père Noël. Là. C'est absolument magnifique. C'est une version parmi tant d'autres de l'explication de Noël, mais quand on se laisse aller dans la créativité puis de réfléchir à comment est-ce que effectivement ça aurait pu venir ces fêtes-là, c'est toujours le fun. Donc ça, même si c'est pas vrai, on le sait pas dans le fond. Je préfère la version fausse que la vraie version. C'est toujours bien plus le fun. Le légumineux, c'est fantastique. Voilà, jamais je l'oublierai. C'est publié chez La Bagnole. D'ailleurs, les 2 ouvrages sont publiés chez les éditions La Bagnole. Alors, cherchez ça. C'est des nouvelles parutions. En fait, tout ce que je vous parle, c'est nouveau il y a quelques semaines, quelques mois. Génial. On passe en bande dessinée. On reste dans l'illustration avec le plus récent ouvrage de Paul Bordelot. Ça s'intitule « Au revoir, New York ». Et Paul Bordelot, si vous ne le connaissez pas, c'est un illustrateur, un BDiste de la ville de Québec. Je ne lui connaissais pas tout son ouvrage, seulement sa dernière œuvre qui était une adaptation de la pièce de théâtre Hippo. Alors, c'est une adaptation du théâtre en bande dessinée. Cette fois-ci, ce qu'on aime chez Au revoir New York, c'est se plonger dans le New York des années 90. Ouh. Ça fait un bail, puis je peux te laisser le feuilleter un petit peu, Rémi, parce que franchement, c'est du beau boulot de crayon. C'est une autofiction, alors c'est très méta. On va suivre même le processus de création de Paul. Dans les premières pages de l'album, on se retrouve dans le décor automnal de Saint-Roch, dans son appart, devant sa tablette graphique. Alors qu'il se creuse un peu la tête pour essayer de trouver les premières cases de sa nouvelle œuvre qu'on est en train de lire. J'adore. Et on saute dans le réalisme magique. On va suivre dans un voyage initiatique à New York le jeune Paul de 20 ans et le vieux Paul de 50 ans. Donc, les 2 personnages vont comme se suivre ensemble dans un voyage à New York dans les années 90. Donc, et là, cool. C'est quand même nice, réalisme magique. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la couleur
apparaître. Non pas de manière esthétique, mais aussi pour symboliser cette espèce de double fantomatique-là. Hein, il y a comme deux pôles, lequel est là, lequel n'est pas là. Donc, il y a vraiment quelque chose de vraiment trippant dans l'interprétation de chacune de ces images, dans la place que la couleur va prendre dans les cases et dans certains moments stratégiques. Donc, il y a beaucoup de choses à regarder. Vous pouvez le regarder et le feuilleter plusieurs fois pour en apprécier les détails. C'est un livre sur le deuil, également le deuil d'un ami proche. Je ne vous vendrai pas de punch, sinon de vous dire que ça se lit en 45 minutes, une heure peut-être. Là, donc, alors, et c'est très touchant. Je pense que c'est une des œuvres très importantes dans la bibliographie totale de Paul Bordelot. Donc, vraiment, dans sa carrière, je pense que c'est une œuvre qui est un point tournant. Au revoir New York, qui s'est paru il y a quelques temps, seulement quelques semaines, chez Nouvelle Adresse. Donc, je vous le recommande pour faire un petit voyage sans vraiment se déplacer du côté de New York. La BD, c'est vraiment plus Tintin et Astérix. Là. Oh, non. Dire, oui, encore, et c'est des classiques. Il y a un nouvel Astérix là, qui vient de sortir d'ailleurs. Ouais? Arrête, je savais pas. Mais tu vois, à Québec aussi, et au Québec, on a des BDistes formidables, BDistes hommes, BDistes femmes, peu importe. Il y a vraiment des dessinateurs fascinants, des histoires à raconter aussi, et différentes manières de le faire aussi qui ne sont pas nécessairement le phylactère classique. Astérix en Lusitanie, ça veut dire au Portugal. Ouais. C'est le nouveau? Je pensais qu'il arrêtait de faire des Astérix à des endroits qui existent. Il pourrait, là. Ouais. Non, mais j'avais entendu dire qu'à cause qu'il jouait beaucoup sur les stéréotypes, tu sais, mettons, les Anglais, les grandes dents, les Suisses sont propres, tu sais, tout ça. Puis là, il y a des gens que ça frustrait. Fait que là, ils ont commencé à faire des endroits imaginaires. Fait que c'est pour ça que ça me surprend qu'il ait repris un endroit. Mais bon, on reparlera d'un Astérix peut-être un jour. On n'a pas du tout étiré la sauce. Non, c'est ça, exactement. Maintenant, tu as une autre suggestion. Moi, je t'envoie aussi dans un endroit fictif, mais vrai, avec le dernier et le premier ouvrage d'Isabelle Lapointe. En fait, ça, c'est un roman qui va nous donner à rencontrer cette nouvelle autrice, Isabelle Lapointe. La couverture est belle. Oui, c'est une vraie photo qui a vraiment été prise sur la Côte-Nord, parce que c'est là que se campe le décor d'Épinette. Isabelle Lapointe est une autrice basée à Québec, mais originaire de Bécomo et donc de d'autres petits villages avoisinants sur la Côte-Nord. On salue les gens de la Côte-Nord et des petites régions telles que la Côte-Nord. Puis Isabelle aussi, c'est une autofiction, mais un peu alternative, donc un peu de la même manière. Elle va nous raconter, en fait, cette jeune fille, qu'on devine qui est un petit peu elle, mais pas tout à fait, qui va décrire sa vie à partir de son enfance et décrire son environnement de manière très coloré. Donc, c'est ce qu'on aime chez Épinette, c'est le style d'écriture. Les personnages plus grands que nature parce que vus à travers le regard d'une petite fille, tu sais, les grandes perruques, les grands ongles, les professeurs, les oncles, les tantes, tout ça est un peu psychédélique, j'ai envie de dire. Tout est extra beaucoup, là. Ouais, exact. Surtout que dans les petits villages, on le sait, hein, les personnages plus grands que nature, il en manque pas. C'est vrai. Moi, je viens d'un petit village de 400 personnes, puis on dirait que chacune des maisons abrite un personnage qui s'ignore, tu sais, des gens là, qui ont des vocabulaires colorés, puis même qui sortent tout droit d'une bande dessinée aussi, on dirait. Et donc, c'est comme ça qu'Isabelle Lapointe nous fait voyager dans les villages de Saute-aux-Oiseaux et de Baie-des-Cormiers. Donc, je connais pas ces deux-là. Ben non, c'est normal, mais moi, j'ai cherché sur Google Maps, j'ai dit, voyons, ça n'existe pas, ça. Avec un langage familier qui fait du bien, une forme qui fait des petites parenthèses inopinées aussi. J'aime ça quand on me raconte une histoire puis qu'on fait pop, m'a passé 2 pages à te décrire un personnage, puis ensuite on va revenir dans l'histoire. Donc c'est très dynamique, ça bouge beaucoup. C'est une nouvelle plume à découvrir et une manière de dépeindre la ruralité de manière pas banale. Moi, je pense que ça me manque aussi dans la littérature de parler de ruralité. Puis j'avais envie de t'en lire un petit extrait. S'il te plaît. Pour terminer. Alors, j'y vais avec quelques lignes. C'est le chapitre 5, page 55. Tout le monde, on suit. On ne frappait pas à la porte des maisons de Saute-aux-Oiseaux avant d'y entrer, encore moins quand on faisait partie de la parenté. Dédé, grand champion des visites sur le fly, avait vu maintes fois ma mère en jaquette, mon père en bobette et moi assise sur le bol de toilette. Ce matin-là, au petit matin frais de la fin novembre, il s'était faufilé dans notre cuisine et s'y était installé en silence pendant qu'on dormait. J'avais été réveillée par le son des griffes trop longues de mon chien qui, heureux que quelqu'un lui gratte les oreilles, les faisait claquer sur le prélat. « Il raye tout mon plancher », qu'aurait dit ma mère si elle avait été debout. Je savais que
c'était Dédé qui se trouvait chez nous, mon chien réservait une danse de Saint-Guy différente à chaque personne qui fréquentait notre maison. Et pour Dédé, ça dansait vite et ça dansait fort. Ah, j'adore ça. J'aime ça. Donc, c'est paru aux éditions La Mèche de Isabelle Lapointe. Ça s'appelle Épinette. Allez vous chercher ça. Et je termine, Rémi, avec quelques suggestions sorties en rafale pour la fin de semaine. Alors, c'est ce soir que reprend une deuxième fois son spectacle Émile Proulx-Cloutier au Grand Théâtre. Il était là hier, il est là ce soir. Je sais pas s'il reste des billets. C'est rare qu'il en reste. Il est assez populaire lorsqu'il passe en ville. Ariane Moffat à l'Impérial également, le 25 octobre. Demain, il reste des billets. C'est sur le spectacle de sa tournée Jouer. Et pour la scène locale, eh bien, le 29 octobre prochain, rejoignez Jane et compagnie. C'est un nouveau groupe à la sauce country western que j'adore. C'est vraiment bien fait au Grand Théâtre le 29 octobre. Et Beat Sexu, ça, c'est un groupe qui est emblématique du Pantoum. Ouais. En fait, c'est les deux cofondateurs du Pantoum qui se partagent un groupe, lancent leur tout dernier album. C'est comme la conclusion de cette aventure-là. L'album s'appelle Dernière Chance. C'est donc très bien intitulé. Et le lancement sera fait le 1er novembre au Pantoum. Et quoi de mieux que d'aller écouter un extrait de cette dernière chance que se donne Beat Sexu pour terminer la chronique. Rémi, je te souhaite un bon week-end. Merci. Hey, juste Beat Sexu, si tu l'affiches qu'on voit qu'il y a 10 doigts par main, là, c'est ça? À chaque fois, c'est l'espèce de les grandes mains dessinées, là, que c'est comme aussi des chandelles sur un gâteau. C'est un peu... illustration aussi magnifique. J'ai pas en tête qui l'a fait, mais ça aussi, c'est du local, made in Québec. Ouais, vous allez la reconnaître si vous marchez dans le coin, c'est sur ben des poteaux. On se laisse avec donc Catcher de quoi de Beat Sexu. Yes. Je te remercie, Émilie. Bonne fin de semaine, puis on se reparle bientôt. Bonne lecture. Merci. Ciao, ciao.